تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة الإنصار السود وانقلاب السادة بالأيام. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, mes relations avec Hariri sont bonnes, dixit Samir Jarjar de Pupkerki au lendemain de l'annonce du soutien du chef des FL à la candidature de Michel Aoun à la présidentielle. Crise des réfugiés, l'aide de Paris à Beyrouth a doublé pour passer de 30 à 55 millions d'euros, annonce ce matin d'Emmanuel Bonne, l'ambassadeur de France au Liban. Un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'ONU, la Libye a un nouveau gouvernement d'union nationale, une équipe composée après d'interminables négociations. Le soutien du leader des forces libanaises, Samir Jarjar, à la candidature à la présidence de la République du chef du bloc parlementaire du courant du changement et de la réforme, Michel Aoun, était au menu ce mardi de plusieurs entretiens au cours desquels les deux camps se sont efforcés de défendre leur rapprochement. Jarjar s'est rendu au siège du patriarcat maronite à Pkerki pour un entretien avec le patriarche Raï, Philippine de Clermont-Tonnerre. J'annonce aujourd'hui, après un long processus de délibération et de discussion avec les responsables des forces libanaises, la nomination du général Michel Aoun comme candidat à la présidentielle. Coup de théâtre hier soir à Merab. Face au cadre des forces libanaises et du courant patriotique libre, Samir Jarjar et Michel Aoun scellent leur réconciliation. Le leader des FL annonce son soutien au général dans la course à la présidentielle. Une rivalité historique vient soudainement de s'évaporer. Je voudrais dire que même par le passé, lorsque nos rivalités étaient les plus fortes, nous n'étions pas malveillants et que le plus important est d'agir de manière responsable. Comment l'impensable a-t-il pu se produire et quelles seront les réactions des alliés respectifs? Chez les Kataeb, au courant du futur ou encore du côté du PSP, c'est le silence qui prévaut. Aucun chef de parti n'a pour l'instant jugé bon de commenter la nouvelle. Mutisme également du Hezbollah. Seul Slimane Frangieh, le chef des Maradas, a indiqué hier soir à Pkerki qu'il maintenait sa candidature à la présidentielle. Conscient de la stupeur générale, FL et CPL multiplient les appels au ralliement. Ce matin à Pkerki, le chef des forces libanaises allait jusqu'à envisager que Slimane Frangieh, le candidat proposé par Saad Hariri, abandonne de lui-même la course à la magistrature suprême. Mes relations avec M. Hariri et le courant du futur sont bonnes, quelles que soient les initiatives politiques que nous prenons, et malgré notre désaccord sur la personne devant accéder à la présidence de la République, je ne suis pas pessimiste en ce qui concerne la position de Slimane Frangieh. C'est un homme de parole. Il a dit qu'il voterait pour Aoun si les circonstances étaient en sa faveur. Je pense que les chances de Aoun sont élevées maintenant. Si le suspense plane toujours quant aux réactions des uns et des autres, une certitude toutefois, la séance du 8 février n'aura pas lieu. Après ce bouleversement, il faut laisser le temps aux alliances de se recomposer. Des interrogations concernent aussi la position du Hezbollah. Pour s'assurer le soutien de Samir Jarjar, Michel Aoun a validé le document d'entente élaboré en juin 2015 par les FL et le CPL. Une des clauses pourrait notamment déplaire au Parti de Dieu, celle de l'interdiction d'utiliser le Liban comme point de départ d'armes et de combattants. Le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, a dit accueillir favorablement l'annonce du soutien du chef des FL à la candidature de Michel Aoun à la présidentielle. Il s'est exprimé à l'issue d'un entretien avec le leader des Kataeb, Sami Gemayel. Khalil a lancé un appel à l'entente nationale sur le futur chef de l'État, rappelant les conséquences néfastes de la vacance à la présidence de la République sur l'ensemble des rouages de la vie politique libanaise, avec en tête le fonctionnement du gouvernement et du Parlement. Le ministre des Finances s'est aussi entretenu avec l'ancien président Michel Sleiman. Ce dernier a estimé nécessaire de redynamiser l'action du gouvernement et des institutions de l'État en l'absence d'un président. L'ambassadeur de France au Liban, Emmanuel Bonne, a donné ce matin une conférence de presse à la résidence des Pins en présence du ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas. Objectif, présenter les différents volets du soutien apporté par la France au Liban en réponse aux conséquences de la crise syrienne. L'aide de l'Hexagone au gouvernement libanais a doublé pour passer de 30 à 55 millions d'euros. On l'écoute. Notre aide au Liban a donc doublé pour passer de 30 à 55 millions d'euros. Comme l'infographie que nous vous présentons ici vous le détaille. C'est donc plus d'un tiers de l'aide totale à la région pour faire face à la crise syrienne qui est maintenant réservée au Liban.
Cette crise syrienne, aujourd'hui, elle nous a conduit à prendre plusieurs types de mesures en faveur des réfugiés. Donc, quand je vous parle de 600 visas humanitaires, de 600 accueils humanitaires, c'est dans une catégorie particulière qui est celle des personnes les plus vulnérables qui nous ont été adressées en 2015 par le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais vous savez que l'engagement de la France pris avec ses partenaires européens est d'accueillir 24 000 réfugiés en relocalisation au sein de l'Union européenne, et par ailleurs la France délivre des visas d'asile au fur et à mesure des demandes. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers de Syriens qui résident en France avec un statut de réfugiés. Nous poursuivons sur une base humanitaire notre programme avec le Haut Commissariat aux réfugiés, ici au Liban, et nous accueillerons dans le cadre de ce programme, notre ambition est d'accueillir 1000 personnes en 2016. Sur les priorités de notre aide, pourquoi nous apportons un soutien au Liban? Je l'ai dit en introduction, parce que le Liban est certainement fragilisé par la crise syrienne, parce que nous tenons à donner autant que possible, encore une fois, face à une crise extraordinaire, nous tenons à donner à ce pays des moyens de tenir bon dans le contexte d'une crise qui malheureusement va certainement durer. Donc nous lui donnons des moyens politiques, nous essayons de lui donner des moyens sécuritaires et militaires, nous essayons aussi de lui donner des moyens humanitaires. Et dans le domaine humanitaire, nos priorités sont claires, c'est d'aider les communautés libanaises en même temps que nous aidons les réfugiés syriens. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'ONU, les Libyens ont annoncé ce mardi la formation d'un gouvernement d'union nationale, une équipe de 32 personnes composée après d'interminables négociations. Cédric Ferreira. Il y a presque un mois, jour pour jour, l'accord était signé sous l'égide de l'ONU au Maroc. Autour de la table, des représentants des parlements rivaux, celui de Tripoli et celui basé à Tobrouk, dans l'est du pays, reconnu par la communauté internationale. Ce mardi, le Conseil présidentiel annonce la formation de ce gouvernement. 7 de ses 9 membres ont voté pour la nomination de 32 ministres. Il sera composé du Conseil présidentiel, d'un cabinet, d'une Chambre des représentants comme principal organe législatif. Ces membres seront issus du Parlement de Tobrouk. Et enfin un Conseil d'État. Le Parlement de Tripoli aura lui un rôle consultatif. Difficile de savoir comment et quand ce nouveau gouvernement pourra s'installer à Tripoli. L'accord signé en décembre est loin de faire l'unanimité. Il est rejeté par les chefs des 2 parlements rivaux. Sur les réseaux sociaux, Martine Kobler, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, exhorte le Parlement de Tobrouk à se réunir rapidement pour approuver ce gouvernement, une condition obligatoire pour que l'accord soit effectif. Depuis plusieurs mois, les Occidentaux poussent à la formation d'un gouvernement d'union nationale pour tenter de stabiliser le pays dans le but de contrer l'émergence de l'organisation État islamique en Libye. Direction la Grèce, où les migrants continuent d'affluer sur les îles proches de la Turquie. Les autorités s'attendent à une année 2016 record. Alors comment s'organise-t-on sur place pour venir en aide aux réfugiés? Julie Chouteau nous en dit plus. Des vêtements chauds pour survivre aux températures hivernales. À peine arrivés sur l'île de Chios, les migrants sont équipés par les bénévoles. Premiers servis, les plus fragiles comme les enfants. Une fois les bonnets et écharpes enfilés, les nouveaux arrivants sont transférés vers le centre d'enregistrement dans l'enceinte du château médiéval. Après une traversée périlleuse, les conditions de vie ici, même précaires, sont un soulagement. On doit essayer. Rien n'est impossible. Vous savez, nous avions une vie difficile. Donc ça, ce n'est pas difficile pour moi. Cet accueil est rendu possible par les autorités grecques, mais aussi grâce aux efforts des organisations humanitaires et des habitants de l'île. Confrontés à cette situation sans précédent, ils sont devenus bénévoles. Nous avons vu leur anxiété, mais nous avons vu aussi leur joie à leur arrivée. Nous les avons vus se mettre à genoux et embrasser la terre parce qu'ils étaient arrivés en vie. Ils souffraient, ils s'enlaçaient. Tout ça ne peut pas vous laisser indifférent.
Malgré la bonne volonté des habitants, le maire de Chios est inquiet. En octobre, en novembre et en décembre, nous avons eu davantage d'arrivées à Chios que sur l'ensemble de l'été. Nous avons eu environ 20 000 arrivées par mois. Ça me conduit à penser que les flux migratoires ne vont pas diminuer dans les prochains mois. Située à 7 km à peine des côtes turques, l'île de Chios a vu arriver 120 000 migrants sur ses plages l'an dernier. La croissance de la Chine est au plus bas depuis un quart de siècle. La seconde puissance économique mondiale affiche une croissance de 6,9% pour 2015. Le géant asiatique souhaite une normalisation de son modèle économique, à présent tourné vers la consommation intérieure. Florence Gaillard. Dans la province du Guangdong, les usines de textiles ferment. Ce couple d'ouvriers en quête de travail trouve porte close. Ne reste plus aux familles de saisonniers qu'à repartir chez elles, bredouille. Les affaires ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Par le passé, notre zone industrielle employait plus de 10 000 personnes. Maintenant, il n'y en a plus que quelques milliers. Après des années de surchauffe, les surcapacités industrielles pénalisent la production manufacturière. En 2015, les exportations du géant chinois ont aussi ralenti. Même le secteur immobilier stagne. Tous les indicateurs sont donc en rouge et la Chine, qui connaissait une croissance de plus de 10% en 2010, passe maintenant en dessous des 7%. De quoi affoler les bourses chinoises qui l'an passé ont connu plusieurs cracks. Et les mesures prises par le gouvernement comme la dévaluation du yuan n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs. La Chine est en ce moment dans une phase de transition entre l'ancien et le nouveau. Les industries traditionnelles sont très importantes par la taille alors que les industries émergentes le sont moins, même si elles grandissent rapidement. Et ces industries émergentes ne peuvent pas compenser le ralentissement des industries plus traditionnelles. Du coup, l'économie en général ralentit. Un ralentissement prévu par Pékin qui avait annoncé une croissance en dessous de 7% en 2015. La Chine est engagée dans des transformations structurelles qui devrait la faire passer d'une économie tournée vers le marché extérieur à une économie plus innovante, basée sur les services et le développement du marché intérieur. Le guitariste des Eagles, Glenn Frey, s'est éteint hier à l'âge de 67 ans à New York. Il luttait contre une polyarthrite rhumatoïde, une colite ulcéreuse aiguë et une pneumonie depuis plusieurs semaines. Il participait pourtant aux tournées du groupe qui s'était reformé en 1994. Un groupe qu'il avait cofondé avec le batteur Don Henley en 1971 à Los Angeles. Juliette Lacharnay. C'est sur cette chanson Take It Easy que le groupe est propulsé sur la scène internationale en 1972. Au micro, Glenn Frey. Né et élevé dans la banlieue de Détroit, c'est à Los Angeles qu'il pose ses valises au début des années 70 et qu'il cofonde aux côtés du batteur Don Henley, le groupe Eagles. Parmi leurs titres phares, la célèbre chanson Hotel California. Pendant une dizaine d'années, le groupe reste en haut des charts américains avec à la clé quelques 150 millions d'albums vendus à travers le monde et 6 Grammys. Mais malgré un succès grandissant, le groupe finit par se séparer dans les années 80. J'étais surpris du nombre d'obstacles que nous avons eu à surmonter. Tout ça pendant une période assez courte, entre 71 et 80. Le guitariste entame ensuite une carrière solo. On le voit apparaître sur le petit écran, notamment dans la série Miami Vice. Mais c'est finalement en tant que chanteur que son succès perdure. I love you for sentimental reasons. Au milieu des années 90, le groupe finit par se réunir et rentre quelques années plus tard au Rock and Roll Hall, le panthéon du rock. En parallèle, Glenn Frey poursuit ses apparitions en solo. C'est en 2012 qu'il signe son 5e et dernier album. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة القنصل السود وانقلاب السادة بالأيام.